Bonjour et bienvenue pour la dernière table ronde du salon All for Customer Paris édition 2025. Merci d'être présents. Merci à nos speakers qui ont fait un long voyage, certains de Singapour et Monaco, certaines plutôt. Nous sommes ravis que vous soyez présents parce qu'on a préparé cette table ronde pour vous faire vivre une expérience en relation avec le titre que vous avez découvert, qui est sur la partie marketing événementiel, expérientiel et à l'ère du JOMO. On va y revenir. J'ai l'honneur de vous présenter nos speakers qui sont présents dans la salle, présents sur scène déjà. Une ou deux consignes avant de commencer. La première étant de vous inviter à rester sur votre siège. Je sais qu'il y en a qui auront envie de danser, bien sûr, mais surtout, c'est parce que la caméra fonctionne et vous êtes aussi, vous faites partie de l'expérience, vous faites partie du spectacle. Il y aura un replay sur le site web du salon All for Customer Paris, vous pourrez le revoir. Et si vous sortez, par exemple, vous serez filmé, donc ce sera un petit peu dommage. Donc je vous invite à rester, puis de toute façon, à la fin, vous allez avoir une surprise. Il y a quelque chose à gagner. Tu l'as pris avec toi? C'est bon. Donc, à la fin de la salle, on sortira bien sûr sur les côtés. Mais auparavant, vous allez pouvoir aussi prendre des photos parce que j'ai bien demandé, il y a énormément de visuels et vous allez pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, si c'est possible, mais je crois que oui, puisque vous êtes des utilisateurs dans vos marques. TikTok, LinkedIn bien sûr, et le Instagram que beaucoup de personnes parmi les marketeurs dans la salle aiment bien utiliser. Petite recommandation également, on a une librairie qui a fait une belle sélection d'ouvrages qui se trouve en G08, vous pouvez les utiliser à la fin. Et si vous partagez quelque chose, c'est avec le hashtag All for Customer Paris. Des questions? J'espère qu'il y en aura beaucoup. J'ai une tablette sous les yeux qui permettra de les sélectionner et les poser à nos speakers. Et vous pouvez donc composer le numéro de téléphone qui s'affiche pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez en relation avec cet événement. Est-ce que vous connaissez déjà EDF? Levez la main. Oui. Est-ce que vous connaissez la VASC qui a été utilisée par les JO? Pas autant de ça que... Si, quand même. Mais Pierre va nous en parler. Pierre Viriot, qui est le directeur marque et image de EDF officiel. Bienvenue Pierre. Pierre a un long parcours dans la communication et l'image, mais également dans le marketing. Tu as exercé en tant que directeur marketing également. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors moi, je suis un peu un dinosaure en fait, parce que pour tout vous dire, j'ai reçu il y a quelques mois la médaille Vermeil du travail. Donc ça pose son nom. Je pense on n'est plus très nombreux à pouvoir revendiquer ce titre. Donc ça veut dire 30 ans chez EDF. Ah, merci pour la précision. 30 ans. 35 c'est or, 30 c'est Vermeil. Donc j'ai fait toute ma carrière chez EDF. Je suis de formation management commercial. Je ne suis pas un ingénieur. Et j'ai accompagné l'entreprise dans ses différentes transformations, notamment ses ouvertures successives à la concurrence sur les différents marchés. Et parce que tu évoques mon parcours dans la communication, il est somme toute assez récent puisque ça fait 7-8 ans maintenant. Et jusque-là, j'ai exercé différentes fonctions, notamment sur le marché des particuliers, où j'ai été directeur marketing du B2C avant de basculer à la direction de la communication. Tu n'as jamais été ingénieur? Non. Encore un métier à découvrir, peut-être pour te mener jusqu'à la médaille d'or. Toi, Céline, tu es chez Renault depuis quelques années, tu vas nous le dire, et tu es en charge donc Customer Insight, tout ce qui est données, compréhension du client est très en accord avec le thème de notre salon All for Customer Paris. Tu es également Elise Omar, tu vas aussi nous dire de quoi il s'agit, mais tu as commencé par une formation dans le marketing sensoriel, en fait, dans les sens, et une formation plus particulièrement dans l'agroalimentaire. Donc, parle-nous de ton parcours, s'il te plaît, pour qu'on se connaisse.
Bonjour à tous. Donc moi je suis Céline Astruc. Je suis experte Customer Insight à la direction Customer and Market Intelligence de Renault Group, donc qui travaille pour les 4 marques. Et en effet, j'ai eu une première vie dans l'analyse sensorielle. Donc j'ai fait un doctorat en analyse sensorielle. Et puis, au fur et à mesure, je suis passée justement sur le monde des études consommateurs. Donc, moi, c'est vraiment l'individu, l'humain qui m'anime. Et je vais justement vous parler un peu de comment, à partir d'une audience de marque, à partir d'une cible, on peut développer des événements. J'ai également une casquette en tant que membre bénévole d'Esomar. Alors, je ne sais pas si vous êtes... Qui est familier d'Esomar? Qui connaît Esomar? Donc, donc quelques personnes du monde des études. Je suis depuis un an une des représentantes France d'Esomar. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Esomar, c'est une association au niveau international du market research. Donc, c'est tout ce qui est études consommateurs, voix du client, et puis évidemment data science et utilisation de l'IA. Basée à Amsterdam, je crois. L'association est basée à Amsterdam, mais elle a un rayonnement international. Et il y a des événements, on va dire, en ce moment, il y a un événement au LATAM, hein, sur le market research. Merci Céline. Sophie, donc Sophie Arnaud de Rometti, qui nous vient de Monaco. Franchement, elle nous a consacré un petit créneau dans son emploi du temps bien chargé. Un aller-retour express pour vous rencontrer. Donc Sophie, toi, tu as passé 12 ans à Singapour avant de vivre à Monaco. Et tu, justement, es créatrice de ce que tu vas nous révéler tout à l'heure, donc Ball in Monaco. Mais également, tu as plusieurs autres grandes responsabilités, notamment pour être présidente du comité des conseillers commerciaux extérieurs de la France de Monaco et au COMEX, donc au board des conseillers commerciaux extérieurs de la France, Monde, qui réunit 4000 dirigeants d'entreprises, responsables de marques, responsables à l'export des plus grandes entités. Donc merci beaucoup d'être là. Tu fais d'autres choses aussi, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Tu peux nous parler un petit peu de ton vécu dans le monde du marketing, de la communication, avant d'arriver en tant que créatrice de Ball in Monaco? Allô, oui. Oui, alors, avant d'aller à Monaco, j'étais quand même... c'est très récent que je suis à Monaco, depuis 7 ans. Mais je suis plutôt entre Paris et Singapour la plupart du temps. Et j'ai commencé à travailler, j'ai créé Ball in Monaco. J'étais à Paris, en fait. Hein, j'étais entre Paris et Singapour. Mais c'est en effet pour la Fondation Prince Albert II. Donc, c'est ça qui fait un peu le côté Monaco, qui m'y emmène maintenant. J'ai toujours été dans le monde du luxe, surtout. Avec toutes les marques Hermès, L'Oréal Luxe. C'est vraiment mon expertise, la stratégie de marque. Et pour cet événement, c'était un peu monter une marque de luxe, mais au service de l'environnement. Donc, c'était un vrai défi de faire ça. Et je pense qu'on va en parler maintenant. Bien sûr. Et si vous voulez plus de renseignements sur tous ces domaines que nous avons abordés, bien sûr, il y a la librairie qui est à l'entrée avec quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Thierry Spencer, qui est le co-organisateur avec moi des conférences et qui a un magnifique livre sur la gratitude et la relation client qui s'appelle Merci et que je vous invite à découvrir. Donc, reprenons le thématique de la conférence, FOMO versus JOMO, donc Fear of Missing Out versus la joy of missing out. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement que vivre avec son téléphone ou sans son téléphone, et comment peut-on apprécier? Donc, effectivement, ce qu'on veut vous montrer, c'est des expériences expérientielles et événementielles proposées par des marques qui vont réussir à générer une communauté et aller pénétrer donc dans le cœur et dans l'émotion des participants. On va revenir sur les objectifs et notamment c'est Pierre qui va nous en parler en premier. Pourquoi il a mis en place cette opération JOMO,
Joy of Missing Out. Mais je voulais juste vous faire un clin d'œil, c'est-à-dire qu'il existe maintenant beaucoup d'acronymes. Et si vous ne les connaissez pas encore, je ne vais pas vous les traduire tout de suite, mais je vous invite à prendre une photo de cette slide qui est assez amusante. Donc maintenant, il y a aussi le FOBO, le FOJI, le MOMO, le ROMO et bien sûr le JOMO. Donc vous allez pouvoir expérimenter d'autres types et peut-être qu'on gardera ceci pour les conférences l'année prochaine. Donc revenons à nos speakers. Pierre, peux-tu nous préciser quels ont été les objectifs au départ en tant que directeur de marque et image de EDF par rapport à l'opération que vous avez mis en place? Alors j'ai eu la chance effectivement de cumuler les deux casquettes, directeur marque et image et puis directeur du partenariat EDF Paris 2024. Avant de décrire les dispositifs événementiels qu'on a mis en place, c'est important effectivement de bien expliquer finalement dans quelle démarche ça s'inscrit et quels objectifs ça sert. Donc on va remonter un peu le temps. On est en novembre 2019. EDF signe le partenariat avec Paris 2024. Et assez vite, évidemment, la question pour nous, c'est d'être au clair sur les objectifs qu'on poursuit au travers de ce partenariat. Alors, sans grande surprise, on identifie 3 objectifs, sans ordre de priorité. Un premier objectif qui est autour de la contribution à l'image et donc la volonté de faire bouger les perceptions concernant EDF. Alors pourquoi les faire bouger, vous me direz? Parce que la marque, ça c'est une petite séquence pub, bénéficie d'une excellente image. Toutes les études le montrent. Les gens ont une excellente opinion d'EDF. J'espère que c'est votre cas. Je ne ferai pas le test de la main levée. Mais on sait qu'on a des axes de progrès sur certaines dimensions qui construisent notre image. C'est notamment le cas des dimensions autour de l'innovation. C'est le cas du fait que les gens comprennent davantage qu'EDF est une marque engagée pour le climat, puisqu'on produit de l'électricité bas carbone, donc on court très directement à l'objectif de réduction des émissions de CO2 et donc on lutte contre le changement climatique. Et puis on a un sujet spécifique avec les jeunes. Alors je pense que c'est une question qui concerne toutes les marques en réalité. Le rapport aux marques a évolué, c'est pas, je vous l'apprends pas. Et quand on regarde nos études d'opinion, mais on s'aperçoit que les jeunes, ils ont une bonne image de la marque, mais ils sont un cran en dessous, ils sont légèrement moins engagés que leurs aînés. Et c'est un effet de génération et non pas de classe d'âge. C'est-à-dire que même quand ils vieillissent, ils restent durablement un peu moins proches de la marque. Donc on sait qu'on a un sujet. On a un sujet parce que c'est nos futurs clients, bien entendu, puis c'est aussi nos futurs salariés. Et on a des enjeux de recrutement colossaux dans les années qui viennent. Donc voilà, premier objectif, il faut que tout ce qu'on va faire serve cet enjeu de perception. Le deuxième objectif, c'est l'idée de faire de ces jeux finalement un terrain de jeu, voilà, de démonstration de l'ensemble des savoir-faire du groupe. Je disais qu'on est un acteur engagé pour l'environnement. Et il faut qu'on montre qu'on a tout un tas de solutions qui permettent d'accompagner Paris 2024 dans son objectif. Je ne sais pas si vous le savez, c'était les premiers jeux qui se voulaient exemplaires, beaucoup plus sobres, plus responsables. Et il y avait un objectif de diminution par 2 de l'empreinte carbone. Et donc nous, on a des atouts à faire valoir. Et puis le troisième objectif, il concerne nos salariés. Voilà, on connaît la puissance d'un événement de cette nature-là pour engager les salariés, et notamment avec un objectif un peu nouveau, parce qu'on avait déjà été partenaire de Londres en 2012, et cette fois, on veut bien entendu travailler la fierté d'appartenance, la cohésion, mais également on a un sujet autour de la santé, et donc de la santé et de l'activité physique et sportive de nos salariés. Ça, c'est nos 3 objectifs. À partir de là, se pose la question de comment on construit notre plan d'activation. Et notre plan d'activation, on décide de le structurer, là aussi, c'est pas très original, autour de, c'est toujours 3 axes. 3 est un chiffre voilà, parfait. Ça marche à chaque fois. Si vous avez des doutes, faites 3 objectifs, vous verrez que ça marche toujours. Et Christine Lagarde, que j'ai beaucoup observée, elle se sert toujours de ce type. Les réponses sont toujours structurées en 3 parties. Ça, c'est les gens qui ont été formés à Sciences Po qui ont ce défaut-là. Mais donc, 3 axes d'activation, avec l'idée que tout ce qu'on fait, finalement, doit s'inscrire dans ces 3 axes. Je mets de côté le fait qu'on est un partenaire historique du sport français, donc on soutient des fédérations, on soutient des athlètes, ça reste vrai, et on va continuer à valoriser ce qu'on fait finalement pour faire briller la France sur le terrain sportif. Mais à côté de ça, on veut travailler 3 axes, et on veut travailler la dimension sociétale liée au sport.
Le premier axe, c'est l'idée de faire de montrer la capacité qu'a le sport à être inclusif. Et donc la dimension d'inclusion est importante. Deuxième axe, ça va être le sujet comme quoi je les perds, c'est pour dire. Hein, donc c'est pardon, non. L'inclusion, la santé, l'inclusion, tout à fait. La santé et l'environnement. La santé, c'est parce que les pouvoirs publics ont fait de ces jeux aussi un levier pour travailler la grande cause nationale autour de l'avantage de sport dans la vie des Français, avec cet enjeu de santé. Et on se dit que nous, vis-à-vis de nos salariés, on doit être exemplaire en la matière. Et donc, on va travailler cette dimension. Et puis, le troisième aspect, c'est celui que j'évoquais en intro, c'est évidemment l'environnement, parce que le sport n'a pas, les grands événements sportifs ont encore des progrès à faire s'agissant de leur propre transition énergétique. Et donc, on doit montrer que tout ce qu'on fait sert aussi à ça. Une et fois à partir posé de là, ce statement, qu'est-ce on que vous avez réfléchit fait à quelques événements, puisque on sait, finalement, l'enjeu, c'est de faire briller des événements dans un événement qui lui-même a une portée incroyable. Et donc, on distingue deux temps. Le temps qui nous conduit jusqu'au jeu. Et à partir de là, on structure un programme qui se fonde justement sur des mécaniques événementielles. Apprendre aux gamins à nager, un programme qui s'appelle 1, 2, 3 nager. Et on va apprendre à 100 000 gamins à nager dans des lieux assez incroyables. Et on va amplifier tout ça, on va en parler sur les réseaux sociaux. Et puis un deuxième programme qui s'appelle Un champion dans mon école. L'idée, c'est d'accompagner, d'amener les sportifs para du team vers les jeunes pour faire changer le regard sur le handicap. Ça nous conduit jusqu'au jeu. Puis arrive le moment des jeux, et là on a 3 grands événements, lieux en tout cas, lieux et événements. Le premier, c'est celui qu'on voit, c'est le pavillon EDF. Donc on transforme radicalement le pavillon Gabriel, pour ceux qui le connaissent. On investit les lieux à compter de mi-juillet. Donc on fait le choix d'être présent avant que les Jeux ne démarrent, parce qu'on a envie de toucher le public parisien aussi, et pas uniquement les spectateurs des Jeux. Et là, on transforme le lieu en une piscine finalement. On se balade dans ces 1000 mètres d'exposition. Et l'idée, c'est de surprendre, c'est de se démarquer et de montrer ce qu'est la contribution d'EDF à ces jeux sous différentes formes qui sont très expérientielles, très ludiques. Le deuxième lieu, c'est notre lieu de showcasing et également d'hospitalité, puisque c'est dans cet endroit qu'on a accueilli tous nos invités. Parce qu'on voulait faire vivre à nos invités une expérience de marque et pas uniquement l'idée qu'on va leur faire profiter d'une compétition sur un des sites de Paris 2024. Donc une piscine sans eau. Une piscine sans eau, on est au fond de la piscine, je ne sais pas si vous voyez l'image en haut à droite, les gens étaient très surpris, c'était vraiment un lieu incroyable, magique, très sympa. Le deuxième lieu, c'est le Club France. Le Club France, c'est aussi là que ça va se passer. Alors, on y est sous notre propre marque, mais on y est avec d'autres marques. Et là, on accueille tous les gens qui ont envie de célébrer les athlètes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont passées au Club France. Nous-mêmes, on a des athlètes, j'en parlais. Et donc, c'est l'endroit où on va les célébrer. C'est l'endroit où on fait pratiquer du sport, notamment aux plus jeunes. C'est ce qu'on voit effectivement sur le slide suivant. Donc, typiquement, là, vous avez là, en bas à droite, c'est une piste et vous voyez Sacha Zoya, qui est un coureur de 110 mètres haies. Et les gens pouvaient tester leur temps de réaction vis-à-vis de Sacha qui courait sur l'écran numérique qu'on voit à droite. Il a dû beaucoup courir, Sacha, en fait. Je crois qu'il a été battu. Non, il courait en numérique, donc ça allait. Mais là, il faisait le test contre lui-même. Donc, deuxième lieu. Et puis, le troisième, c'est pas un lieu, même si c'était dans un lieu magique. Le troisième événement, peut-être quelques images d'abord. Et du son, s'il te plaît, Julien. Merci.
J'ai l'impression que tu redonnes la chair de poule à pas mal de personnes dans la salle. Merci. J'ai arrêté depuis quelques mois de pleurer en voyant les images de la vasque, mais il m'a fallu un certain temps. Donc oui, une charge émotionnelle extrêmement forte. Cette vasque, je parlais donc des 3 dispositifs. Hein. Le premier pavillon, showcasing, hospitalité. Le deuxième, lieu de célébration, thématique plutôt sportive. Et cet objet en fait, il est la rencontre de trois intentions. Une volonté de Paris 2024 de casser les codes, y compris sur la vasque, parce qu'on n'avait jamais vu de vasque voler. Et puis une intention artistique incroyable, hein, qui est celle de Mathieu Lehanner, qui a dessiné cet objet. Et puis une contribution en termes d'innovation et de symbole. Parce que pour nous, je parlais de cet enjeu de penser des Jeux Olympiques et Paralympiques différemment, notamment sur leur empreinte environnementale. Eh bien, cette vasque, elle porte en elle ce symbole d'une révolution électrique qui est indispensable si on veut chasser les énergies fossiles et donc limiter les émissions de CO2. Savez-vous quelle était l'énergie utilisée pour la vasque? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que c'est le gaz? Je vous laisse lever la main. Il n'y a pas de fausse réponse, mais tout le monde tente sa chance, hein. Personne? Est-ce que c'était l'électricité? Ah, bravo. La question, c'est si c'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce donc? Effectivement, peut-être que vous avez encore des secrets, l'énergie solaire, ça c'est possible aussi. Ça reste de l'électricité, tout ça. En fait, oui, c'est bien de l'électricité, c'est une combinaison de lumière et d'eau, voilà, un système de brumisation que nos équipes de R&D ont développé. Hein. C'est des années de travail pour en arriver là. Ça peut paraître simple, en fait. Alors, en général, l'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage, mais là, au contraire, c'est magique. Et donc, il y a des LED extrêmement puissantes. Il y a un système de nébulisation, brumisation, des ventilateurs et on reproduit, on sculpte l'effet de flamme, voilà, comme une vraie flamme. On a toujours besoin d'ingénieurs quand même. Et on y reviendra après, mais c'était tellement bien fait que personne n'a compris au début que c'était une flamme électrique. Incroyable. Chez toi, Céline, donc, vous avez aussi relevé un nouveau défi récemment, avec également l'arrivée de votre directeur de la communication et de la marque, Arnaud Belloni. Donc, vous avez voulu faire revivre la mythique Renault 5 et vous avez mis en place un certain nombre d'événements chez Renault pour surprendre. Est-ce que tu peux nous rappeler tes objectifs initiaux et ensuite la mise en œuvre ? Alors, je vais commencer par un fait, hein, comme je viens du métier des études. Une des difficultés que l'on a, nous, aujourd'hui, tout constructeur automobile et puis plus largement autour des biens de consommation, c'est finalement faire venir le client. Donc pour nous, c'est faire venir le client au réseau. On voit qu'en 15 ans, la visite en concession a diminué. Il y a 15 ans, on était une visite entre 3 et 4. Maintenant, on est plutôt entre 1 et 2 concessionnaires. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la multiplicité de la recherche des sources d'information. Ça veut dire que le consommateur, les prospects, sont de plus en plus informés et vont regarder des canaux variés d'information. Évidemment, le configurateur web, les réseaux sociaux, la presse, tout ce qui est communication médias spécialisés pour certains. Donc nous, la question n'est plus évidemment, on est toujours de travailler sur nos touchpoints, hein, les réseaux. Donc il y a eu un travail expérientiel autour de ces lieux physiques. Mais c'est également comment nous, marques, on vient à nos clients. Donc Renault Group, c'est 4 marques, c'est ce que vous voyez illustré là sur le slide. Ça veut dire que chacune des marques, que ce soit Renault, Alpine, Dacia ou Mobilize, elle a une vision, elle a une ambition. Donc elle s'adresse à des audiences, à des cibles différentes. Et nos événements doivent vraiment être spécifiques à ces audiences-là. Donc je vais
plus particulièrement vous parler de la marque Renault, où en effet il y a eu un changement de positionnement de cette marque pour passer d'une marque mainstream à plutôt upper mainstream, donc s'adresser à des clients qui sont plus jeunes, qui sont en recherche de plus d'expérience, qui sont technologiques. Donc Arnaud Belloni, lui, parle de Love Brand. Et donc dans une Love Brand, l'expérientiel est extrêmement important. Le film que vous allez voir, c'est un des événements qui a accompagné le lancement de la R5. Pierre nous disait que... On peut mettre moins fort la musique, Julien, merci. Et juste un autre, voilà, Pierre nous disait 2019-2024 pour la préparation. Là, c'est également le même principe pour un lancement véhicule, c'est-à-dire que ce film que vous voyez, il a plus d'un an, c'était en avril 2024 à Beaubourg. Et l'idée, c'était de travailler sur quelque chose de vraiment expérientiel, donc 250 danseurs sur scène, un artiste street art qui avait travaillé justement sur ces ballons de différentes couleurs. C'est les 3 couleurs de lancement de la R5. Donc, il y a évidemment la révélation d'un nouveau produit et ça s'accompagne jusqu'à la prise de première commande et jusqu'à l'arrivée de la voiture en concession. Ce qui est vraiment intéressant sur ce type d'événement, c'est qu'évidemment, on veut en faire un événement qui est éphémère. Là, on voit qu'il touche 5000 personnes qui sont à Beaubourg et qui assistent à l'événement, au show. Donc, c'était What the 5 show. Il y aura bientôt la même chose, What the 4 show pour la Renault R4. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un extrait d'une vidéo YouTube. Mais également... un des enjeux des marques, c'est de rendre le client, de lui donner une place unique et d'offrir des moments de rareté. Donc nous, quand on lance un nouveau produit, on a ce qu'on appelle des AirPass, c'est-à-dire que les premiers clients peuvent être justement des happy few et avoir leur en première avant les autres leur véhicule. Donc là, l'idée, c'était aussi de leur offrir une expérience unique, d'assister à ce show, mais dans un moment un peu plus VIP, plus privilégié, qui était à l'intérieur de Beaubourg, avec des journalistes, avec les chefs de produits, avec Arnaud Belloni qui était là, évidemment, sur tout ce qui est communication, pour pouvoir échanger autour de l'équipe qui avait travaillé sur ce produit. Sur cette nouvelle voiture. Et par rapport au lien qui est avec Sophie, Sophie a pu aussi y assister en avant-première. Mais moi, j'avais vu sur le show. J'ai vu aussi... je suis assez fan d'événementiel, évidemment. Donc voilà. Mais l'agence a vu sur Beaubourg, sur la piazza. Donc, par contre, on est très peu à avoir pu participer à ton événement à Singapour. Tu vas nous en parler. J'ai eu la chance d'y participer le 27 novembre en plus, donc c'était très symbolique. Tu vas nous en parler, Sophie ? C'est son anniversaire. Notez-le. Non, mais c'était pas pour ça qu'était organisé l'événement. Mais en tout cas, Sophie, merci beaucoup d'être là. Donc, on te voit à côté de... J'ai eu peur, là. Moi aussi. À côté du prince Albert de Monaco. Donc, voilà. En bonne compagnie. Et tu travailles avec la principauté... Enfin, tu travailles surtout avec la fondation Albert II de Monaco, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, et c'est toi qui as été la créatrice de ce grand événement dont tu vas nous parler maintenant, et je vais te passer... Oui. Voilà. J'appuie sur le vert, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, donc, oui, il y a 16 ans, voilà, on m'appelle pour organiser un gros événement de levée de fonds. Voilà, donc c'est un autre job en fait. Hein. Donc il y a une contrainte dans un événement de levée de fonds, c'est qu'il faut avoir des sous à la fin et le plus possible quand c'est pour une belle cause comme celle-là. Donc il y avait un autre gros défi, c'est qu'il était à Singapour cet événement. Et quand on est à Monaco, proposer aux gens de payer cher pour dîner avec le prince, là il y a des gens qui ont envie de venir. Et à l'époque, en tout cas, ce n'était pas le cas à Singapour.
Singapour parce qu'il ne savait même pas ce que c'était Monaco. Il me disait Monaco, Morocco, il croyait que c'était le Maroc. Après, il a fallu vraiment expliquer ce que c'était Monaco, qui était le prince. Et alors, ce n'est plus du tout le cas, mais on a monté une marque. On a presque été la meilleure agence de com de la principauté en faisant cet événement, parce qu'il a fallu aussi faire monter la marque Monaco. Est-ce que j'ai passé de slide? Voilà, alors non, du coup je suis revenue, je vais trop vite. Et donc à chaque fois, nous montons vraiment, voyez, on utilisait du coup les armoiries du palais quand on fait une carte d'invitation, donc on doit vraiment être dans ce registre, parce qu'évidemment le souverain est présent, hein, les gens viennent aussi pour lui. Je dis bien aussi, parce qu'au tout début, ils ne venaient pas pour lui, ils venaient plutôt pour se retrouver entre eux, pour se montrer, pour passer une soirée extraordinaire. Et puis petit à petit, ils viennent aussi pour lui. Donc toujours dans des invitations de prestige, mais même les press releases. On a un livre souvenir, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont créées. À chaque fois, c'est comme une véritable marque. C'est un bal princier, donc c'est pour ça que nous l'avons appelé Ball in Monaco, pour faire référence à certains bals partout dans le monde, mais à Monaco, il y a des bals très connus. Et donc, Ball in Monaco, c'est devenu un événement attendu dans toute la région maintenant, à Singapour. Et aussi, il y a des gens qui voyagent de la région pour y venir. Nous sommes depuis 10 ans maintenant, on a commencé dans d'autres hôtels, mais nous sommes maintenant au Marina Bay Sands, qui est notre partenaire principal, qui est un endroit incroyable que vous avez dû voir sur plein de photos, avec sa piscine à débordement au 57e étage. C'est vraiment une icône maintenant de Singapour. Mais nous avons toujours beaucoup de sponsors, parce que le vrai job aussi, c'est de lever les fonds et de s'associer avec des marques de prestige, Van Cleef, Air France. Les marques changent à chaque fois, et à chaque fois, il faut aller les chercher. Ça prend à peu près 2 ans quand même pour les convaincre, parce que, voilà, là, cette fois-ci, on a dit qu'il y avait 800 000 dollars de bénéfices pour la fondation. L'argent va intégralement à la fondation pour des projets pour l'environnement. Mais vous verrez le dernier chiffre en surprise à la fin. Donc, c'est un événement immersif, c'est-à-dire c'est une soirée de gala. Vous avez 1800 mètres carrés de projection, donc vous êtes vraiment immergé dans une expérience. Il y a 600 invités, c'est une salle énorme de 2000 mètres carrés. Les murs font 50 mètres de long par 9 mètres de haut, donc vous êtes vraiment immergé. Nous finissons même par un feu d'artifice, et il a beau être virtuel, vous êtes rarement à l'intérieur 360 degrés d'un feu d'artifice. Et à chaque fois, nous multiplions les surprises, c'est-à-dire que voilà, c'est Guy Savoy qui vient pour préparer le repas, on a un ballet de 30 chefs, on a à chaque fois un ministre de Singapour, donc on fait aussi beaucoup de politique, et c'est très important. On a des objectifs, comme disait Pierre, et dans les objectifs, c'est aussi de tisser des liens pour l'environnement, donc de faire monter le awareness sur le sujet. Donc je trouve que c'est des beaux objectifs aussi, avec des retombées. Une fois, nous avons eu la princesse, mais une seule fois, ce qui permet de porter des beaux bijoux pour Chaumet, pour Van Cleef ou pour d'autres. Ce n'est pas, enfin, c'est une belle promesse pour un sponsor. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de retombées presse. Enfin, on l'a travaillé. La chance, c'est l'intérêt du capital travail, comme disait Bluston Blanchet. On a beaucoup travaillé pour avoir des belles retombées presse, dont la une du New York Times, où Kenzo Takada a dit qu'il était présent à l'événement. Il a dit qu'il n'avait jamais vu un événement comme ça en 10 ans à Paris. Donc, je l'ai conservé. Et à New York, il y a beaucoup d'événements de gala aussi de charity, mais il y en a rarement d'aussi beaux. J'en ai fait quelques-uns et je peux comparer. Merci. Et c'est vrai que le Tatler, qui est le magazine Jet Set, a dit que nous étions le 5e bal dans le monde. Je sais pas, je touche toujours du bois, parce que c'est quand même toujours un défi, comme tous les événements. Et à chaque fois, on doit réinventer les choses pour que les gens reviennent. Voilà, une autre fois, on l'appelle voyage, on simule un décollage, on met le prince aux commandes, même on le surprend
surprend lui, on aime le faire rire, donc on récupère des images en douce de quelqu'un qui l'a filmé aux commandes d'un avion, comme ça il rigole, et nous on aime qu'il soit heureux aussi, mais ça fait partie de l'ambiance également. Du coup on donne des cartes d'invitation au lieu, des cartes d'invitation qui sont des boarding pass, hein, pour dire bienvenue à bord, et puis les noms de table deviennent des lieux, et ensuite dans le système immersif, on survole les différentes parties où la fondation à des actions pour l'environnement, ce qui permet de passer un message tout en ayant de l'émotion et quelque chose de plutôt ludique. Donc on fait du sérieux avec du ludique, et on demande aux chefs de créer des plats qui ont rapport avec, avec ce qu'on projette. Donc on leur donne à chaque fois un petit défi créatif, voilà, où on voulait fêter les 10 ans de Bowling Monaco, pour dire que ça faisait quand même 10 ans qu'on le faisait. Du coup, on fait la robe devient une robe de ballon, un peu avec les 3 ors à la Cartier. Voilà, pour dire c'est un anniversaire, c'est quand même important. On amène quand même une touche locale avec ce dragon qu'on sort dans les anniversaires et les grands moments en Asie, pour montrer qu'on respecte aussi les coutumes locales. Et du coup, on demande au chef de créer un dîner, un repas gastronomique, mais qui est l'air d'un repas d'anniversaire, du coup. Donc on lui demande de faire une gaufre qui soit salée, mais qui soit très très haut de gamme. On a un cône qui va rencorter, qui va avoir l'air d'une glace, mais qui est plutôt au caviar ou au homard. Voilà, à chaque fois on crée la surprise par tout ça, et on gère les retombées presse, et y compris des retombées presse très sérieuses et des couvertures. Donc on mixe à chaque fois le fond du message et la forme. Est-ce que tu peux nous en montrer plus avec une petite vidéo? Il suffit d'appuyer. C'est bon. Ça, c'est le dernier événement de novembre. Ah. Ça veut pas. Ça veut pas. Grégory, si je peux demander ton aide? Non? Une petite aide sur le lancement de la vidéo qu'on a testé avant, hein, qui fonctionnait. Non, ça c'était la précédente. Ici, normalement, on a une petite vidéo. Si la technique peut prendre la main, il s'agit vraiment d'une présentation de l'événement du 27 novembre 2024, qui était sur un thème particulier. Oui. Alors cette fois-ci, cette fois-ci c'était les glaciers, parce que ça va aussi avec la décennie pour la cryosphère qui a été décidée mondialement. Donc ça nous faisait un décor. Ça ne marche plus. La vidéo était perdue, je suis très désolée, parce que peut-être si on réduit la taille de la slide, elle sera lancée, parce qu'elle était bien présente. Justement, on essaie une dernière fois, et puis sinon... Sinon, on pourra la passer à la fin. Si on arrive à récupérer... Voilà, merci beaucoup. Ça marche. Voilà. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let's all rise and give a very warm Singapore welcome to His Serene Highness, Prince Albert II of Monaco. Côté du prince, c'est le ministre des Affaires étrangères de Singapour. Ça a un sens aussi d'avoir quelqu'un d'aussi haut placé. And this year's theme, the glaciers, aligns with the United Nations Decade of Action for Cryospheric Science. Let us transport you right now to the magical landscape. And let's bring on the snowballs. Alors c'est 4 heures de show complet où il faut que personne s'ennuie. Ils viennent vraiment pour une soirée extraordinaire où il faut les surprendre à chaque fois. Surtout qu'ils ont l'habitude d'aller à des endroits où ils se font déjà surprendre, Sophie. Tous les soirs à Singapour, il y a une compétition incroyable. Et on est les seuls à avoir ce système immersif. On avait un défilé de mode de Anne Fontaine qui est venu pour l'événement. Et évidemment, il faut une vente aux enchères pour lever des fonds. Donc, c'est un partenariat avec qui pour la vente aux enchères? Alors, ça dépend. Christie's, mais ça peut être, à un moment on la faisait même nous-mêmes avec des stars de Monaco. Et Philips,
est expert dans les montres. Donc là, on avait deux maisons d'enchères. Et lui, spécifiquement sur la montre. The amount, ladies and gentlemen, is $5 million. En une soirée. En une soirée. En une soirée et 2 ans de travail quand même. 5 millions de dollars, voilà. Presented to His Serene Highness Prince Albert II of Monaco for the foundation. 2 J'ai bises. droit à une bise pour 5 millions de dollars. La bise à 5 Mais j'en suis très fière. Voilà, et on finit toujours sur un bal, parce que c'est un bal, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment la toute fin. Et notre feu d'artifice qui est un rendez-vous à chaque fois. Et pour participer, parce que je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vont poser la question ensuite, pour participer, que faut-il faire si on veut venir? Alors, on achète des tables. Il y a 4 rangées différentes. C'est vrai qu'on ne vend pas à la place, donc c'est quand même. Il vaut mieux se faire inviter. Non. Alors les tables au premier rang sont à $25 000, ensuite à 20 000, ensuite à 15 000, ensuite à 10 000. Eh ben oui, on lève des fonds pour l'environnement, donc c'est un geste. Et en plus, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'en plus, contrairement à des fondations ici, nous ne sommes pas détaxable. On ne peut pas l'enlever des taxes puisqu'on est à Singapour et qu'on est une fondation étrangère. Et c'est très embêtant parce que c'est beaucoup plus facile de lever des fonds des marques ou des gens quand après ils peuvent le déduire de leurs impôts. C'est vraiment un gros problème, et je sais que j'avais fait un événement à Singapour pour le cancer et on avait levé des fonds énormes parce que c'était pour la recherche pour le cancer à Singapour, et que du coup en plus il y a 120% de crédit d'impôt à Singapour. C'est très malin leur système parce que du coup ils ne financent pas, l'État ne finance pas la recherche, mais le privé, quand ils mettent 100, ils ont 120 de crédit d'impôt, donc ils gagnent de l'argent à donner pour la recherche pour le cancer. Donc on a levé des montants extraordinaires. Ça fait plaisir. Ce qui m'a beaucoup surpris, en plus de tout ce que tu as montré, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au téléphone, en fait, qui n'étaient pas sur place pour acheter la montre, et quelqu'un qui était dans la salle, qui était leur relais et qui, en fait, faisait monter les enchères, mais tout ça en étant au téléphone. Ça n'arrive que sur la montre. C'est incroyable parce que les montres, j'en ai pas. C'est une montre unique qui a été fabriquée, voilà. Qui a été fabriquée pour l'occasion, mais ils étaient peut-être à Shanghai ou à Jakarta en Indonésie ou en Malaisie. Ou en Suisse. Voilà, donc ça c'était vraiment très surprenant, et on s'aperçoit que là on est sur le segment des très très riches. En fait. Tout à fait. Merci pour cet exemple. Je reviens à toi, Pierre. D'abord sur l'amplification des messages. L'amplification est l'objectif que tu nous as cité, mais on reviendra à toi, Céline. On va aller, on improvise. Moi, je vous propose de prendre le relais juste avant la mesure. Parce que justement, ça fait vraiment le lien avec ce que Sophie nous a montré sur une expérience, un événement annuel, comment on le réinvente. Et cette expérience, il doit être unique, mais les personnes qui participent à cette expérience doivent également avoir le sentiment d'être uniques, et que pour contribuer à un bel événement, pour la protection des océans, ou alors offert par la marque. Donc moi, je vais vous parler de la marque Alpine. Alors là, c'est pareil, on est un peu plus haut de gamme. Je pense qu'on n'est pas encore sur la même audience, mais là, c'est faire vivre et faire ressentir. Donc, on parle beaucoup des réseaux sociaux, et évidemment, c'est un média très important. Mais quand on est sur une marque, notamment Alpine, avec un produit vraiment spécialiste, où le plaisir de conduire est extrêmement important, il y a un événement qui a lieu tous les ans. Donc cette année, avec un naming qui change. Donc cette année, ça s'appelle la Piste Bleue. Je crois que ça a lieu le 3 et 4 avril. Donc là, c'est donc en ce moment, c'est d'offrir une expérience unique au Mans sur une piste du circuit qui est mythique, la piste Bugatti. Et il y a là vous voyez 3 moyens différents de communiquer. Donc ça a été communiqué sur les réseaux sociaux. La vidéo, si on peut la lancer, qui est au milieu, c'est une vidéo TikTok.
Donc là, format très court, vous allez me dire, TikTok et Alpine, quel est le lien? Comme Pierre, nous aussi, on a un enjeu sur la génération, la jeune génération, et TikTok est évidemment un des médias qui est très utilisé. Vous aurez peut-être reconnu pour certains d'entre vous des influenceurs. Donc on utilise également des influenceurs pour promouvoir ce type d'événement et une expérience. Et ensuite, l'idée, c'est justement de pouvoir mesurer le succès de ce type d'événement, à la fois en termes de satisfaction, mais également en termes d'amplification via différents médias sur une audience beaucoup plus large. Et donc là, je fais le lien à Pierre. Merci Céline de repasser la parole à Pierre. On n'a plus besoin de toi, hein, t'es toute seule. Ah si, toujours. Donc en fait, l'objectif c'était de dire qu'il y a l'événement en présentiel, mais il y a surtout la partie amplification de cet événement et la diffusion qui passe notamment par les réseaux sociaux, même si on est dans l'ère du jobo. Oui, parce que penser des événements, c'est très bien. Après, ça dépend à quelle cible on s'adresse aussi. Si on est sur des événements B2B, je dirais la question de l'amplification se pose sans doute un peu moins que lorsqu'on pense des événements avec l'objectif, comme c'était notre cas, de travailler les perceptions, nourrir l'image de la marque. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on touche une audience bien plus importante que celle qui a la chance d'assister à l'événement. En plus, quand vous le faites en contexte Jeux Olympiques et Paralympiques, vous avez en face de vous, quelque part, vos collègues, mais néanmoins, non pas ennemis, mais on a tous un enjeu d'émergence. 70 partenaires. Il y avait même plus de 70 partenaires, et tout le monde y va, évidemment, de ces mécaniques d'activation. Et donc, il faut réussir à émerger. Et donc, l'enjeu d'amplification, il est clé. Alors, si je reviens sur l'exemple de la vasque, vous me direz, c'était difficile de passer à côté. Donc oui, la question pour nous, c'était pas tant que les gens l'aient vu, mais qu'ils comprennent finalement ce qu'était notre contribution, sachant que c'est une des beautés des opérations, des événements olympiques et paralympiques, c'est que les marques ne sont pas visibles. C'est ça, voilà. Ne pas afficher. Je prends l'exemple de Decathlon avec leur tenue des volontaires. Ils avaient interdiction de communiquer sur la marque Decathlon autour des stades, par exemple. Alors, sauf pour les Jeux paralympiques. Et nous étions partenaires spécifiques des Jeux paralympiques, donc on a pu afficher nos logos sur les bords de stade. Mais sinon, pendant l'événement olympique, et a fortiori sur la vasque, qui est quand même l'icône des Jeux, voilà, on aurait bien aimé mettre le logo EDF, mais c'était totalement impossible. Donc la question pour nous, c'était de mettre en œuvre nos propres moyens pour faire savoir ce qu'était notre contribution. Et la difficulté, alors, oui, je disais, elle a été visible, 2 milliards de téléspectateurs pendant les différentes cérémonies, des centaines de milliers de personnes qui sont venues la voir, puisqu'il y a une billetterie qui s'est mise en place et qui a été sold out en une journée. Et donc 300 000 personnes ont eu la chance de pouvoir la toucher quasiment, la voir de près. Et puis aussi, ce qui est apparu et qui nous a, pour le coup, là, un peu dépassé même, c'est le succès populaire, c'est-à-dire que chaque soir, dans Paris, et notamment sur cette esplanade devant le Louvre, il y avait 20 à 30 000 personnes. Donc on estime finalement que c'est plus d'1 million de personnes qui sont venues voir l'objet. Reste à leur expliquer ce qu'on y faisait nous. Et donc il a fallu penser un dispositif et en même temps sur un objet qui était, je pense, c'était le secret le mieux gardé avec les codes nucléaires. C'était ton gros frisson. Est-ce que ça allait fonctionner en fait? Alors oui, bien sûr. Et puis la difficulté, c'est de prévoir des contenus qui explique la contribution. Alors, contenu de toutes sortes. On a fait du social, bien entendu. On a fait de la publicité sous toutes ses formes, du print, du billboard au moment des retransmissions et également un spot télé qui intègre la vasque, puisque c'était un peu notre étendard. Sauf que pour ça, le problème, c'est que vous ne l'avez pas, la vasque, en réalité. Donc, vous créez un film. Il a fallu créer un film avec des images en 3D, reconstituer, l'intégrer dans le contexte du Louvre. Donc ça, c'était un challenge dans le challenge. Et puis, en même temps que vous faites ça, vous associez progressivement de plus en plus de gens. Et vous savez que si le truc s'évente, quelque part, vous perdez un peu de la magie de l'objet. Donc ça, c'était une autre difficulté qui, en réalité, n'en a pas été une, parce que tous ceux qui ont eu la chance, au fur et à mesure qu'on avançait, d'être associés
finalement les agences de création, les régies qu'on a mis au parfum en disant on va sortir à l'issue de la cérémonie d'ouverture. On ne peut pas vous dire ce que c'est, mais bon, voilà. Et tout le monde, en fait, a gardé le secret. Parce que je pense que chacun s'en serait voulu d'avoir été celui qui a gâché la fête, quelque part. Oui, et donc, on a amplifié de toutes les façons possibles. Et on viendra après sur les résultats et on verra qu'on a obtenu des beaux résultats, mais que quand on veut toucher finalement le grand public, ça nécessite des moyens qui sont considérables, d'autant qu'on a été un peu tout seul pour le faire savoir, parce que le diffuseur France TV n'a jamais mentionné lors des 4 cérémonies que la vasque fonctionnait avec une flamme électrique. Donc ça nous aurait bien aidé. Donc on a dû faire le job tout seul. Et la mascotte question qui est ici me dit qu'on a une question de la salle. Où est partie la vasque? L'enjeu écologique est-il respecté même après? Alors, la vasque, c'est un ballon et ce qu'on appelle un anneau, enfin, ou la vasque à proprement parler, l'anneau flamme. Donc nous, on a fabriqué l'anneau en banlieue nantaise. Donc tout ça a été démonté, il est retourné dans l'atelier qu'il avait construit pour notre compte. Et il va être réutilisé, mais ça, je spoil un peu de la fin de mon intervention, puisque pour ceux qui ne suivent ni Anne Hidalgo ni Emmanuel Macron, eh bien, elle revient. Donc, c'est totalement écologique, puisqu'elle est réutilisée. Par ailleurs, si on parle de son empreinte en termes de CO2, elle est juste ridicule, puisqu'elle consomme que de l'électricité bas carbone. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de sujet. Donc, et le ballon, lui, il a été dégonflé, réutilisé par ailleurs. Et pour le coup, pour le retour le 21 juin, ça sera un nouveau ballon. Donc, et l'hélium qui sert à gonfler le ballon pour qu'il puisse s'élever a été récupéré également. Ah oui, donc plug, vous l'illustrez bien. Merci. Ça pourrait être notre devise. Ça pourrait, à penser pour la prochaine campagne. Donc on reprend le fil de la présentation et je vais demander à Sophie aussi en termes d'activation et d'amplification. Tu nous as parlé tu m'as posé une question technique. Je termine ma question. Les filles, je peux parler aussi, moi, s'il vous plaît. Donc, en termes d'amplification, à partir de cette innovation technique que vous avez mis en place. Merci. Je voulais vous savoir comment, justement, vous avez fait vivre l'expérience et comment vous l'avez communiquée. Super. Alors, oui, c'était un défi technique complètement au début, puisqu'on était les premiers à faire de l'immersion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers événements qu'on a fait pour la Fondation du Prince, on a construit un décor. À l'époque, d'ailleurs, le premier événement, j'avais déjà les glaces, puisqu'on voulait refaire le mythe fondateur de la Fondation du Prince. Son père était le prince bâtisseur, le prince régnier, c'était le prince bâtisseur. Le prince Albert II, il est vraiment la dimension écologique. On dit plus écologique, on dit pour l'environnement, mais vraiment c'est vraiment ce qu'il veut faire. C'est vraiment quelque chose qu'il a au fond des tripes. Et du coup, il a fait le voyage de son arrière-grand-père au pôle Nord, et c'est là où il s'est rendu compte de la catastrophe écologique et où il a décidé de créer cette fondation. Donc on avait construit la première fois une banquise, alors voilà, pas écologique, mais on a pu faire des choses après avec, dans la première salle de gala. Et puis la deuxième fois, j'ai dit non, mais ça, on refait plus jamais. Et on va trouver une autre solution. Et j'étais ici, d'ailleurs, porte de Versailles, j'ai vu un stand avec des projecteurs et tout. Et j'ai dit, mais et si on projetait les décors? Il y avait eu un show Armani où ils avaient projeté sur un monument. Il n'y avait eu que ça, et ça avait fait un scoop. Et moi, j'ai dit, mais est-ce qu'on peut projeter dedans? Maintenant, ça vous paraît peut-être complètement faisable, maintenant, il y en a partout, des musées qui vous font des shows immersifs, mais ça n'avait jamais été fait. Et
Alors là, ici, on m'a dit, mais oui, on va y arriver, et on y est arrivé. Mais là-bas, on m'a dit, mais ça va être catastrophique. On m'a fait signer des décharges, comme quoi ça allait se planter, qu'il y aurait des problèmes, que les gens allaient passer devant, qu'on verrait les ombres des gens sur les murs. Donc j'ai signé des décharges comme quoi ça ne marcherait pas. En plus, je disais, ce sera beaucoup plus facile qu'un décor physique. Eh ben non, c'est 48 projecteurs qui découpent l'image. Donc c'est un vrai challenge technique incroyable. Et c'est là où je pense que je suis peut-être une bonne créative, mais une très mauvaise femme d'affaires, parce que j'aurais dû déposer ça à l'époque, et finalement ça a été très bien. D'ailleurs, on a recouvert les murs de draps, et d'ailleurs ils avaient... Laisse-nous un peu de magie quand même. Voilà, dans l'histoire. ils avaient plié les draps comme une serviette, et je leur ai dit, mais non, il faut me déplier, me tendre les draps. J'ai pas passé 4 mois à créer les films avec la princesse Grace pour que le prince voit sa mère toute plissée. Donc vous me tendez les draps, et pareil, ils m'ont refait signer que ce serait une catastrophe et que je serais responsable. Et ça s'est bien passé, et je touche du bois à chaque fois que je dis des choses comme ça. C'est 4 heures de show, comme vous l'avez vu, mais c'est aussi créer des associations avec des gens influents sur place. Donc on a créé un First Circle, ce sont les ambassadeurs, donc elles sont très fières d'être les ambassadeurs, et elles nous aident à vendre des tables, parce qu'on revient au nerf de la guerre, et vous voyez, on est dans un univers assez glamour. Il n'y a pas que des ultra riches à notre événement, mais les ultra riches nous aident à faire passer le message et achètent les tables les plus chères. Mais une table à $10 000, c'est finalement, quand on ramène ça en euros, ça fait 6 000 euros, et quand on se met à 10 pour l'acheter, ça fait 600 euros la soirée, et ce qui revient à une donation pour la planète. Finalement, on peut se le permettre si on veut vraiment faire un acte pour la planète. Donc il y a des gens tout à fait normaux dans la place. Par contre, il faut vraiment anticiper les retombées, comme vous le disiez, l'amplification. Et donc nous, on prévoit que les gens veulent se prendre en photo partout, donc on a des photo walls, il faut que ce soit glamour, il faut qu'ils veuillent poster sur les médias sociaux, et franchement ça nous arrange aussi parce que ça vend l'événement d'après et que tout le monde veut être à Bowling Monaco. Et au début ils ont commencé à faire des concours par eux-mêmes, qui était la plus belle robe à Bowling Monaco. Ça nous a dépassé complètement, et ça c'est magique. Et vous voyez, du coup on crée des surprises où dans le photo wall on peut attraper les ballons, où on crée une robe en ballon qui fait 4 mètres de haut, et les gens se prennent en photo avec. On crée un site souvenir pour contrôler l'image et que les gens aillent tous trouver leurs photos souvenirs après l'événement. Donc tout ça, c'est du travail quand même, en fait. Ça a l'air toujours très léger, mais ça demande beaucoup de travail. Et à chaque fois, on recrée une marque complète. Alors au bout d'un moment, vous voyez, cette fille s'habille suivant le thème. Notre logo évolue. Quand Cécile m'a demandé tu peux m'envoyer le logo de l'événement, j'étais bien embêtée. Lequel, puisqu'à chaque fois, il change. Et donc voilà, et ça fait partie des choses. C'est aussi s'associer avec des médias autant que possible. Au départ, on faisait des exclusivités, on n'en fait plus parce que maintenant ils se battent, et donc très bien, battez-vous. Et du coup, ils sont contents. On leur donne quand même des affaires exclusives, des histoires exclusives à mettre en avant, et ils disent, voilà, quand Vogue titre « Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la prochaine édition de Bowling Monaco ?» on dit vraiment un suspense, et voilà. Et nous, ça nous aide à monter l'événement. Et comment tu mesures les résultats de cet événement? Ah, alors ça, c'est moi d'abord. Alors, du coup, j'avance les slides. Non, tu vas d'abord le dire, et après on verra les slides ensuite. Voilà. Alors moi, c'est le chèque. On l'a déjà vu, le chèque. Voilà, moi c'est le chèque, mais c'est le chèque, et quand même moi, c'est pas spécialement, c'était pas les objectifs premiers de la fondation, parce que ils viennent vraiment chercher de l'argent parce qu'ils en ont besoin pour l'environnement, concrètement. Mais moi j'ai toujours eu le désir aussi qu'on fasse du bruit, même pour les gens qui peuvent pas venir à l'événement, et qu'on entende énormément parler de cet événement pour que ça passe le message écologique. Donc moi, je trouve aussi que ça fait le job d'avoir d'avoir une couverture dans le New York Times, d'être dans le Tatler, d'être dans tous ces médias-là. Céline, comment mesures-tu les résultats? Alors, donc les KPI, je vais passer la vidéo, mais sans le son, Julien. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Alors,
Alors, ça dépend de quel événement. Là, si on est sur un événement pour la marque Dacia, donc c'était la première participation de Rallye e-Raid à Dakar. Donc, le principe, c'est de se dire, est-ce que l'investissement qui a été fait par la marque Dacia sur ce type d'événement est payant ou pas? Donc, il y a plusieurs indicateurs. Donc, on va réaliser une étude où là, en termes de recrutement, comme on s'adresse à une cible spécifique, enfin, par exemple, là, je ne sais pas qui regarde, qui est intéressé par ce type d'événement. Quel type d'événement? Celui-ci, ce type de course automobile ou de C'est pas très environnement. Donc quand ça même. veut dire qu'on est sur moins de 1%. Donc ça veut dire que c'est vraiment une cible niche. Donc comment on la trouve? Maintenant, quelque chose qui se fait très très bien, c'est le recrutement par réseaux sociaux. Donc en fait, on va recruter des gens qui sont sur des blogs spécialisés sur Dakar et s'assurer que c'est des gens qui ont bien vécu l'événement, soit derrière leur télévision, soit qui ont vraiment participé. Donc ça, c'est la première chose, hein, c'est en termes d'études, comment on arrive finalement à atteindre une cible, notamment niche. Donc ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment un très bon moyen. Et ensuite, il y a plusieurs indicateurs. Un des premiers indicateurs, c'est l'association spontanée des marques avec l'événement. Donc, on va demander à cette niche, à ceux qui ont assisté à cet événement, en spontané, quelles sont les marques que vous associez avec cet événement-là. Donc, ils vont donner différentes marques. Après, on a aussi une liste là assistée. Donc là, c'est une liste de marques. Et on dit, est-ce que cette marque a sponsorisé oui, non l'événement. Et puis, évidemment, des items d'image. Donc là, sur cet événement-là, ce qui est vraiment fort, c'est que c'est la première participation de Dacia. Et en fait, en spontané, c'est une marque qui est vraiment ressortie. Donc ça montre deux choses. La première chose, c'est que l'investissement, finalement, le fait que Dacia soit présent a été perçu, a été vu, donc c'est visible, ça a émergé, parce que c'était évidemment pas le seul sponsor. Ça montre aussi autre chose, c'est qu'un événement, il doit s'adresser à une cible. Donc si la marque, elle est bien associée à l'événement, c'est que évidemment, le directeur de com, toute l'équipe, ils ont fait un super boulot, ils ont bien marketé, mais c'est aussi que le choix de cet événement était le bon, il est bien associé à notre cible. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant. Ensuite, en termes d'autres études, il y a évidemment les images de marque, on va mesurer la notoriété. Il y a plein de dispositifs d'études différents. Peut-être le dernier mot avant de passer la parole à Pierre, hein, c'est que il ne faut pas voir un événement par événement, il faut vraiment travailler sur la cohérence. Une marque, elle doit être cohérente. Tous les événements, les différents moments autour d'une expérience utilisateur ou autour d'un parcours client sont clés. Donc nous, bien sûr, on mesure l'impact moment par moment, mais c'est quand même la cohérence d'un tout qui fait que, une marque, un événement, elle a tout son sens. Concernant EDF et particulièrement le sujet de la VASC, comment vous avez mesuré à la fois l'amplification et les résultats? Alors, si je reviens avec les 10 minutes qui me restent, hein, c'est ça? Non, il reste qu'une minute. Sur les trois objectifs, je vais passer en fait sur le troisième qui était la question dont on a engagé nos salariés, parce que je ne l'ai pas développé, mais on a parlé des mécaniques externes beaucoup, événementielles externes. On avait également la même chose sur l'interne et on a obtenu des résultats assez incroyables, mais je passe dessus. Sur les deux autres objectifs qui étaient donc démontrer nos savoir-faire, parce qu'en réalité ça nourrit très directement l'objectif ultime finalement, qui est celui de faire évoluer positivement les perceptions. Eh ben, je vais vous donner quelques chiffres. Vous dire qu'on a eu quand même, en démarrant par finalement des chiffres très, très, très objectifs, mesurés et comptés, on a eu plus de 230 000 visiteurs sur nos espaces, donc à la fois sur notre pavillon et au Club France.
On a touché, par exemple, avec des contenus qu'on a fait avec Brut, s'agissant de la VASC, on a touché 10 millions de personnes qui ont regardé un petit film de 3 minutes qu'on avait produit avec Alain Bernard, un de nos ambassadeurs du team EDF. On a été la marque la plus associée au jeu, juste derrière Coca. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je rappelle juste que Coca, ça fait un siècle qu'ils soutiennent les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc on peut considérer que finalement c'était un bon résultat concernant EDF, encore une fois, dans ce concert de plus de 70 partenaires. On a eu le dispositif publicitaire qui a été le plus apprécié et le plus impactant. Donc ça, c'est Ipsos qui l'a mesuré via des post-tests. Donc là aussi, quand on s'est comparé à toutes les copies faites par l'ensemble des partenaires, on a d'ailleurs eu un prix pour ça. Premier prix pour les publicités en lien avec Paris 2024. On a, et puis je parlais du juge de paix qui est la perception, on a fait bouger positivement les opinions concernant l'entreprise puisqu'on a gagné 10 points sur tous ceux qui s'étaient intéressés au jeu. Ça représente 70% des Français environ, ont vu leur bonne opinion d'EDF progresser de 10%, et je vous avais dit en intro qu'on était déjà à des niveaux très élevés, donc c'est considérable comme gap. Et sur les jeunes, qui sont ceux qui nous intéressaient tout particulièrement, eh bien on a progressé de 15 points et on a coché les cases qu'on voulait cocher, c'est-à-dire qu'on a progressé sur les dimensions qui concernent l'environnement, la responsabilité, la proximité, l'innovation. Et puis parce que c'est aussi un point important pour les équipes, on a été aussi récompensé de nombreux prix. J'en cite, au-delà de la publicité, j'en cite 2 qui sont intéressants. On a été élu sponsor de l'année, dans une année qui était une année, s'agissant des sponsors dans le sport, particulièrement importante. Et on s'est vu remettre le prix du meilleur ouvrier de France, honoris causa, pour la VASC. Voilà, les 4 ou 5 acteurs qui ont contribué à développer cet objet incroyable que vous pourrez revoir donc, à partir du 21 juin avec un naming EDF cette fois, puisqu'on n'est plus... Voilà, on est sorti du temps olympique et paralympique et donc le logo figurera sur la plateforme. Génial. Et comptez sur nous pour à nouveau amplifier. Génial. Merci beaucoup. Et là, je t'avais fait un petit clin d'œil en demandant à ChatGPT, est-ce que tu peux me dire, enfin l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux me montrer la VASC sur le compte Instagram? Et il fait vraiment des choses pas très jolies. Ça montre que dans la réalité, on arrive à faire bien mieux que ce que fait l'intelligence artificielle. Et que l'intelligence humaine... Quand on réunit tous les talents. Exactement, et bien plus réussi. Sophie, il nous reste moins 5 minutes, donc juste tu nous dis les mesures, parce qu'après je voudrais en 3 hashtags que vous nous donniez les conseils à la salle avant de partir pour qu'ils partent avec l'idée à retenir. Oui, ça va être express. Je vous ai dit déjà, c'est le chèque, 5 millions. Voilà, on fait la photo avec les sponsors et le prince. On peut passer à celle d'après, tu vois, je suis rapide. C'est quand même, j'ai oublié quand même de dire tout à l'heure, parce que tu m'as posé la question avant, du coup il faut se rappeler, mais en fait j'ai oublié la longévité. Quand ça fait 16 ans qu'on fait un événement, et à chaque fois je me dis ça va être le dernier, parce qu'on se dit ils vont se finir par se lasser, ça arrivera, et on essaie de combattre ça. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand ils disent justement, mais qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois, où ils reviennent, et ça c'est super. Même quand à un moment le ministre des Affaires étrangères de Singapour a dit en anglais que c'était l'événement le plus attendu post-Covid in Singapour, et on était là, waouh, on est vraiment l'événement le plus attendu post-Covid à Singapour. Bon, je pense qu'il est très gentil avec nous, mais quand même, il fallait qu'il le dise. Et cette année, c'est les 60 ans de Singapour, de la création de la nation Singapour. Et alors, du coup, franchement, je te l'aurais pas dit sinon, mais parce que mais du coup, pour les 50 ans
de Singapour. Donc c'était il y a 10 ans. Ça faisait donc 6 ans qu'on faisait cet événement et ils nous ont demandé, on a fait une soirée immersive de la même manière au Marina Bay Sands, de la même manière pour les 50 ans de Singapour, parce qu'ils ont voulu avoir la même chose, tellement ils ont dit c'est génial, on veut la même chose. Et du coup la France a dit merci Singapour, bravo Singapour pour les 50 ans, et on a projeté Versailles et Singapour, etc. Donc c'était voilà, ça fait 10 ans. Je ne savais pas. Et voilà. Et cette fois-là, comme je n'étais pas une société caritative pour l'environnement, j'ai dû payer les projections et maintenant je sais combien ça coûte. Voilà. Et donc je ne pourrais pas me le permettre. Voilà. Et donc vraiment, et c'est la réussite politique, voilà, d'avoir les ministres à chaque fois. Pour moi, vous voyez, on dit, il y a des objectifs qui sont des fois juste les nôtres de façon personnelle et pas spécialement ceux des boss. Et ben il faut croire à ces objectifs personnels. Moi, je crois qu'il faut que la politique en entende parler aussi. Voilà. Donc c'est l'attractivité de Monaco à Singapour, par exemple. Non, mais même que le Singapour se dise l'environnement c'est important. Et oui. Quand le ministre des Affaires étrangères même dit de lui-même, le prince Albert, il était vert avant que les couleurs la couleur ne devienne à la mode. C'est une phrase que je pourrais pas dire moi-même et qui n'est valable que parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, quoi. Voilà. Intéressant. Pour revenir donc à ces 3 conseils pour les personnes qui sont dans la salle que vous donneriez au retour de votre expérience pour faire un événement, donc une expérience événementielle immersive réussie, quels sont-ils? Pierre? Moi, je dirais en 3 mots, différenciation, amplification, impact. Différenciation parce que oui, il y a des recettes qui marchent mieux que d'autres, mais le meilleur conseil à vous donner, c'est soyez vous-même. C'est comme ça que vous raconterez ce qu'est votre marque, ce que vous êtes. Amplification, on en a parlé parce qu'un événement c'est bien, mais un événement qui n'est pas amplifié perd en retour sur investissement. Et puis l'impact, pensez avant même de lancer votre événement, ce que vous recherchez comme objectif et mettez en place le dispositif de mesure qui vous permettra d'être certain que l'impact se fait bien au service des objectifs que vous avez définis. Céline, en 3 hashtags. Alors, moi je vais commencer par audience. Donc un événement, il est au service d'une cause, il est au service de la marque, mais il est en premier lieu à destination d'un public. Et ce public, il peut être différent par rapport à l'objectif, par rapport également à la marque. Donc pensez déjà à votre audience, et c'est autour de votre audience, de vos clients, de vos utilisateurs que vous construirez l'événement. Le deuxième, j'ai mis teasing. Évidemment, c'est susciter l'envie. Donc créer un peu de mystère, mais aussi le faire vivre dans le temps. Ça, je pense que c'est important. On n'est pas sur un moment unique. C'est vraiment quelque chose qui se construit tout au long. Donc ça peut commencer par un teasing et puis ensuite amplifier, comme le disait si bien Pierre. Et le troisième, impact. Là, je rejoins Pierre, évidemment, impact. C'est-à-dire que on a des objectifs, on va créer un événement autour de ça et on va mesurer à partir d'indicateurs clés. Voilà. Sophie, en 3 hashtags, pas tout le texte que les gens pourront lire de toute façon. Alors le premier, sur l'écran. Tout à fait. Le premier, c'est, toi, tu as passé la balle de Pierre sur l'impact. Moi, ça va être, toi, tu parlais de teasing et de faire les choses dans le temps. Le premier, c'est serial storytelling. Moi, je pense qu'il faut répéter. Et voyez, le fait qu'il y ait des petites choses qui retrouvent d'un événement à l'autre, qui se disent, maintenant, ils vont nous le faire comment? Le logo, elle va avoir quelle robe? Voilà. Ça crée aussi une connivence, donc je pense qu'il faut créer le serial storytelling. Il faut dire que moi, je suis toujours tombée amoureuse de, par exemple, vous vous souvenez les séries Nescafé, on avait la suite du couple divorcé avec les pubs, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la pub d'après. Je pense que ça marche aussi sur l'événementiel. Le deuxième, c'est
Jomo is the new FOMO, parce que tu avais complètement raison de rappeler que Jomo, c'est the joy of missing out. Tu me disais, c'est lâcher son téléphone pour aller à un événement. Eh ben moi, je pense que les gens qui utilisent le mot Jomo, ils sont pas Jomo du tout. Ils l'utilisent parce que c'est très chic de dire, enfin, ou très branché de dire Jomo. Ils sont les premiers à prendre une photo qui sont dans le désert et qui a pas de connexion pour le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, un événement qui n'est pas FOMO ne marchera pas du tout aujourd'hui. Donc, il faut penser où est-ce qu'ils peuvent se prendre en photo le plus possible avec la robe, le machin, et ça, il faut vraiment être obsessionnel avec ça. Et le troisième point, c'est brand your event. Moi, je pense qu'il faut le traiter comme une marque. Tu parlais justement, on a beaucoup de points communs, hein, de retrouver plein de touch points qui soient toujours les mêmes, mais c'est vraiment ça, c'est un 360 degrés. Je vous avais parlé de la carte d'invitation, non, là, on avait un petit glacier au milieu. Enfin, c'est les petites choses auxquelles ils n'ont pas pensé et qu'ils vont retrouver, qui fait que vous êtes comme une marque de luxe même. Une marque, un événement qui soit une marque de luxe où on se dise « Mais comment ils ont pensé à ça ?» Et puis, ils partent en vous piquant les trucs sur la table et c'est pas grave. C'est pas grave quand ils l'ont payé 25 000 $. Mais voilà. Par contre, on prévient tous les sponsors. Vous pouvez mettre des trucs sur la table, mais ils vont partir avec. Donc, on n'est pas responsable. Voilà. Et c'est arrivé. Hein. Donc, maintenant, on dit on n'est pas responsable. Et Merci juste beaucoup. pour le petit clin d'œil, Ouais. parce que Jomo, FOMO, ça existe aussi pour les événements. Je rappelle juste qu'on a quand même eu des centaines de milliers de Parisiens qui se réjouissaient à l'idée de fuir Paris et de ne pas assister aux Jeux. C'est ces mêmes dommage. Parisiens qui ont regretté ou qui ont été ravis de revenir pour les Jeux paralympiques. Exactement, exactement. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, être ensemble, vivre un moment intense et avoir le frisson d'être présent et voilà, de pouvoir capter toute cette énergie positive, eh ben, ça fait tellement de bien. Donc, merci Belle beaucoup. conclusion. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Merci beaucoup à la salle. Merci à vos questions. Aurore, si elle est encore dans la salle, elle a une question qui fait 15 lignes. Je ne pourrais pas la passer, mais vous pouvez poser la question à Sophie quand elle sortira de scène. Oh oui, c'est pour moi. Moi, alors, je suis trop contente. Je suis là. Donc, elle adore les questions, Sophie. Je vais demander à nous remettre un petit coup de musique. Julien, une petite vidéo, si tu veux bien, en route, là. Et on va prendre une photo souvenir donc, de ce moment. Jomo, Joy of Missing Out, et avec vous, et merci de partager cette photo. On se lève quand même pour la photo. Merci beaucoup. Micro. Voilà, avec les micros, vous pouvez les garder. Bougez pas, on se met autour de All for Customer Paris 2025 et on vous donne rendez-vous à All for Customer Paris 2026. Et avant, Serial Storytelling, et on va en reparler et on va le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag All for Customer Paris. Et tu peux applaudir toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci, merci beaucoup. Merci à vous.